j'appelle les intervenants de la dernière table ronde qui est consacrée à la transmission chamboulée à l'heure des tribus. Donc, d'abord, Véronique Dejean de la Bâtie, vous êtes notaire à Paris, rapporteur de la commission Le décès au sein de la famille du 121e congrès. Jean-Paul Mattei, que nous venons d'entendre, notaire de profession, député des Pyrénées-Atlantiques et ancien président du groupe parlementaire démocrate à l'Assemblée nationale. Et Guillaume Reurig, généalogiste successoral, expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris, et directeur général du groupe Couteau-Reurig. Merci de me rejoindre pour évoquer ce sujet de la succession, avec évidemment les enjeux fiscaux, d'assurance vie, de transmission au sens général. Et je vous passe la parole, Véronique, pour débuter cette table ronde. Merci beaucoup. Merci, Aymar, de nous avoir conviés à cette table ronde sur la transmission dans le prolongement du 121e Congrès des notaires de France. Je reviendrai sur des questions vraiment pratiques, sur ce que je constate, moi, aujourd'hui, comme notaire, dans mon étude. 4 points de constat. Le premier, il s'impose de lui-même, on en a parlé, je ne vais pas m'y étendre, c'est le vieillissement de la population. La population vieillit. Il y avait 1000 centenaires en 1970, il y en a 31 000 cette année, il y en aura 200 000 quand je mourrai, je me suis comptée dedans, avec une ambiguïté, un mélange ambigu d'espérance et de déplaisir, je ne sais pas, mais voilà, on en a parlé, je m'y étendrai pas, mais ces questions de vulnérabilité, de coût de la dépendance, de financement des compléments de retraite, il faut reconnaître qu'elle relègue parfois les questions de transmission en second plan. Le deuxième point, c'est la pluralité des formes de conjugalité, pluralité des familles. Le parcours classique de conjugalité, c'est aujourd'hui celui-ci. Union libre, l'enfant arrive, on se paxe, et puis un mariage. Dans une seconde partie de vie, il peut y avoir une séparation, un divorce, un veuvage, suivi d'une nouvelle union, d'une recomposition familiale. Mais M. Vallat de l'UNAF l'a rappelé tout à l'heure, les familles dites traditionnelles, c'est-à-dire père, mère, enfants communs vivant sous le même toit et mariés, constituent encore 72% des couples. 20% sont en union libre et 8% en PACS. Troisième point, la fiscalité. Mon ami Éric en a parlé et il en parle beaucoup mieux que moi. La fiscalité, il faut avouer qu'elle s'est durcie depuis que j'exerce cette profession. D'abord comme clerc de notaire depuis plus de presque 30 ans, j'ose pas le dire. Et ensuite comme notaire, j'ai progressivement observé la variation de l'abattement de 300 000 francs de l'époque, qui est passé à 50 000 €, puis à 150 000 € pour être ramené à 100 000 € actuels. Et puis la durée, qui était de 10 ans, de 10 ans, qui est passée ensuite à 6 ans, et qui ensuite a été reportée aujourd'hui à 15 ans. Dans la même période, la valeur des biens immobiliers, elle s'est multipliée par 3 ou 4 dans certains arrondissements de Paris. Et les réductions pour âge, nous avions des réductions pour âge de 50% pour des donations en pleine propriété, 35% en nue propriété, elles ont été supprimées. Ce qui fait que ce qu'on pouvait transmettre quand j'ai commencé à travailler, aujourd'hui, on ne peut plus du tout le transmettre au même coût. On est passé sur un durcissement de la fiscalité qui est très impressionnant. Quatrième point, et ça me touche particulièrement parce que j'aime beaucoup le droit international, c'est l'internationalisation des patrimoines et des familles et la complexification des patrimoines de manière concomitante. On l'a dit, je vais le dire rapidement, les familles sont plus mobiles, les patrimoines sont plus complexes, les cryptos sont devenus maintenant les actifs les plus populaires chez les jeunes. Et en 2040, la plupart des dossiers du Grand Paris auront un élément international avec des actifs complexes et même pour les familles les plus modestes. Et cette internationalisation, elle change beaucoup de choses.
nous sommes amenés à appliquer le droit français et le droit étranger et à exporter notre droit français. Et concomitamment, les patrimoines sont plus liquides, plus immatériels. Ces 4 points, vieillissement, durcissement de la fiscalité, pluralité des modèles familiaux, internationalisation, ne sont pas des points de prospective. Ils sont déjà là. Ces questions, aux incidences très pratiques, elles sont interdépendantes. Je pense à une famille que j'ai reçue la semaine dernière. Madame est veuve, elle a 85 ans, elle est venue me voir. Elle me parle de ses enfants. Il y en a un qui habite Londres, le second qui est en région parisienne et qui est avec sa nouvelle compagne et vit avec les enfants de cette compagne. Le dernier qui est dentiste à Marseille. Et elle me parle tout d'abord de son appartement. Elle voudrait y rester le plus longtemps possible. Je vois bien que les questions de sa dépendance passent en premier avant les questions de transmission. Elle est partagée entre cette envie de transmettre et puis cette peur et cette crainte de ne pas pouvoir assurer sa fin de vie. Mais elle voudrait quand même transmettre à ses enfants, ses petits-enfants, et elle y inclut les enfants de la compagne de son fils. En ce rendez-vous, j'ai eu la réunion de tous les 4 points: internationalisation, vieillissement, famille recomposée, fiscalité. Pour réfléchir à ces questions et prendre un petit peu de hauteur, j'ai eu énormément de chance au cours de ces 2 dernières années de faire partie de 3 groupes de travail différents et complètement complémentaires. Le premier, c'était le groupe de travail qui a été formé à l'initiative du ministère des Affaires étrangères sur l'attractivité du droit français. Le second, c'était le groupe de travail qui a été fait au sein de la Chambre des notaires de Paris avec Futurible sur le notariat et ses incidences en 2040. Et le troisième, très engageant, aux côtés de Jean Gastet, donc au sein du 121e Congrès des notaires de France. Et ces travaux de prospective juridique, j'avais eu l'occasion d'en glisser un mot à l'équipe, ils se sont, dans mon esprit, complètement complétés, enrichis et ont forgé petit à petit en moi 2 convictions. La première, c'est que nous avons aujourd'hui des outils à améliorer et à promouvoir. On fête les 20 ans de la loi du 23 juin 2006 et c'est l'occasion de rénover nos outils. Je pense bien entendu à la déclaration de beau-parentalité dont Bérangère vient de nous parler, mais il y a aussi d'autres outils qui sont des outils de dysfonctionnement et qui sont des points de dysfonctionnement à améliorer. Je vais m'arrêter aussi plutôt sur le pacte de gel des valeurs dont on a parlé au sein du 121e congrès, parce que, à mon sens, c'est un pacte qui peut répondre aux problématiques dont nous avons parlé aujourd'hui. Le pacte de gel de famille, qu'est-ce que c'est ? C'est un pacte qui permet d'éviter la réévaluation des lots au décès. En France, on n'a pas la culture du testament. On a une sorte de défiance vis-à-vis du pacte sur la mort. J'aime beaucoup à ce sujet le discours de Mirabeau sur l'égalité des partages qui nous dit « est-ce quoi et quoi n'est-ce pas assez de subir les caprices des vivants, faut-il encore subir ceux des morts ?» J'aime beaucoup ce texte et le texte également de La Bruyère sur les testaments. Le droit français accorde une prééminence de la dévolution légale sur la dévolution testamentaire. En France, notre outil à nous, ce n'est pas le testament, contrairement aux États-Unis, c'est la donation-partage avec le démembrement de propriété. Et puisque je n'ai plus que 2 minutes, je dirais juste que la donation-partage de quote-part indivise ayant été sanctionnée par la Cour de cassation nous oblige aujourd'hui à repenser à un autre outil dans lequel on pourrait allotir, par exemple, 2 enfants d'une fratrie
en indivision et un enfant d'une autre sur un autre bien et geler les valeurs. C'est cet outil-là que nous avons souhaité inventer au sein du Congrès des notaires de France. Pour les juristes, je dirais sortir 1078, l'article 1078 du chapitre des donations-partage pour en faire un pacte de gel des valeurs. Et honnêtement, je pense que ça peut répondre à énormément de problématiques sur les familles recomposées. La seconde conviction, et elle me paraît essentielle, c'est que l'impérativité de certaines règles, en droit on parle d'ordre public, c'est un élément essentiel en droit de la famille et en droit des personnes. Les analyses que nous avons menées avec Futurible ont montré que la progression de l'individualisation, alors qu'est-ce que c'est l'individualisation? C'est la volonté de chaque individu de choisir librement, indépendamment de toute prescription morale, religieuse ou étatique. Donc cette individualisation, elle sera à terme un facteur d'inégalité sociale. Et c'est une réponse à la problématique que j'ai décrite dans le rapport du Congrès, sujet tout à l'heure abordé par Madame Irène Théry. Il s'agit des tentatives de discrimination des pères à l'égard des enfants de la première famille avec lesquels les liens se distendent. C'est vrai que je suis très sensible à ce sujet et j'ai écrit ces quelques lignes. Et l'ordre public me paraît essentiel là-dessus. C'est valable sur des sujets aussi divers, et j'en termine, que la réserve héréditaire, la rupture des couples, c'est aussi un début de réponse pour monsieur Jean-Philippe Vallat, la GPA et la beau-parentalité. Je le vois dans mon étude, la contractualisation ne règle pas les dysfonctionnements. Nous avons besoin de normes sociales et la diversité des modèles familiaux rend ceci encore plus important. Alors je vais terminer par la jolie phrase de Lacordaire, entre le fort et le faible, entre le maître et le serviteur, entre le riche et le pauvre, c'est la loi qui protège et la liberté qui asservit. Merci. Merci Véronique, merci beaucoup. Et je passe la parole à monsieur le député. Bien, merci. Je suis très content d'être ici. J'ai souvent fréquenté cette salle dans mes fonctions antérieures en tant que notaire. Je dois dire d'abord, souligner le travail et l'apport des congrès de notaires. Moi-même, j'ai été rapporteur il y a presque 30 ans, en 97, congrès de Strasbourg. Et je sais ce que c'est que le cheminement et les travaux qui sont faits, notamment à travers, on appelait ça les vœux, les propositions qui sont faites et qui souvent débouchent sur des dispositions législatives et qui nous permet effectivement de construire. Et maintenant, avec ma casquette de député, j'étais très critique sur le législateur avant d'être député. Maintenant, je suis beaucoup plus prudent et tolérant, on va dire. Parce que quand on a les mains dans le cambouis, pas toujours facile de légiférer. Et notamment légiférer à travers des textes, et notamment par la technique de l'amendement. C'est très compliqué d'arriver à avoir des textes équilibrés et logiques. Alors, j'ai également, dans ma vie, une expérience de maire. J'étais maire pendant 16 ans. Et je dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu tendance, et vous l'évoquiez à l'instant, tout tourne quand même autour les problématiques autour de la réserve héréditaire et de notre code civil qui définit des règles de la dévolution successorale et qu'il est difficile de contourner et qui pose un problème. Et j'étais des fois assez interrogatif sur la réserve héréditaire, je vais vous choquer. Mais en tant que maire, quand je remplissais des dossiers d'aide sociale où j'avais les enfants qui s'échappaient parce qu'ils ne voulaient pas donner leur revenu quand on remplissait l'imprimé pour savoir si je pouvais avoir une aide ou autre, où le père ou la mère en difficulté ne pouvait plus subvenir à ses besoins, je me suis dit, attention, si on supprime ce lien, on a un risque. On a un risque je dirais, de déconnexion de ce qui est prévu, que pour moi est quand même une merveille je dirais, de parcours législatif qui est le code civil, entre l'obligation des parents vis-à-vis de leurs enfants, et puis à la fin de la vie, les obligations des enfants vis-à-vis des parents. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'on parle d'une solidarité familiale, une solidarité, je dirais,
la société. Est-ce qu'il ne faut pas chercher à privilégier d'abord la solidarité familiale et de manière subsidiaire la solidarité de la société? Parce qu'on voit beaucoup de sujets qui sont par rapport à tout ça. Donc on a des vrais sujets, et notamment que nous connaissons, les recours sur succession quand il y a l'aide sociale qui intervient. Ce ne sont pas des cases. Et je crois qu'un des sujets des présidentielles qui s'annoncent, ça sera l'intergénérationnel, la solidarité entre les générations. Et ça me semble fondamental. Et vous parliez tout à l'heure de fiscalité. Je sais que parfois j'agace un peu cette maison par mes amendements sur certains sujets, mais ils sont très logiques. Par exemple, quand je vois l'accumulation de l'épargne par les gens âgés par rapport aux jeunes, j'ai une vraie interrogation. Et est-ce que par l'outil fiscal, on ne peut pas inciter à ce que cette épargne circule beaucoup plus entre les générations? Et ça me semble important. On a des contraintes budgétaires. Vous évoquiez, madame, les droits de succession. Oui, vous avez raison. Les droits de succession sont maltraités. On parle beaucoup d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Je rappelle que le barème des droits de succession n'a pas bougé, n'a pas été indexé depuis de très nombreuses années. Et ça, je le dis et redis par rapport à tout ça. Donc on a des vrais sujets qui tournent en boucle par rapport à tout ça. Sur l'aspect, je dirais, plus de votre thème, vous parlez de tribus, vous parlez de tout le problème de la transmission chamboulée. Je trouve, et en tout cas moi c'est mon expérience là plutôt professionnelle, on ne parle pas de là où le chef de la tribu passait. Et je trouve que c'est toujours des choses qui m'ont beaucoup interpellé. C'est que quand le dénominateur commun, qui est la chef ou le chef de tribu, disparaît, ça devient très compliqué. Le dénominateur commun est essentiel au niveau de la stabilité de ces familles, même ces familles recomposées. Et je pense que votre profession, que je considère encore la mienne, parce qu'on n'oublie pas, quand on a une carrière intense de notaire, on n'oublie pas cette profession. Je trouve qu'il faut qu'on accompagne les clients des notaires pour qu'ils écrivent, pour qu'ils disent. Le non-dit dans les tribus est terrible. Moi, j'ai vu des cas nombreux de familles recomposées où, au moment où l'âge avance, où on réfléchit, où la fragilité arrive. D'ailleurs, la fragilité souvent du dernier des conjoints, qui est beaucoup plus en risque que par rapport au précédent, même si des fois on peut avoir des complexes quand on conseille des montages juridiques, et j'en ai fait beaucoup, à travers des sociétés civiles et autres, avec des clauses d'agrément, pour protéger le dernier des conjoints par rapport au conjoint antérieur. Est-ce que je ne crée pas des conflits futurs par rapport à tout ça? Et moi, j'ai souvent dit à mes clients, il faut que vous écriviez, il faut que vous réunissiez. Vous évoquiez à l'instant la donation-partage. Bien sûr que c'est l'acte suprême, on va dire, de l'arrangement sous la médiation du donateur. Le terme de la médiation du donateur est fondamental par rapport à tout ça. Mais dans le cas d'une famille recomposée, c'est compliqué de pouvoir actionner une donation-partage sous la médiation du donateur. Mais il faudrait que l'on invente des véritables pactes de famille organisés et qui écrivent l'histoire. Combien de cas, moi, j'ai eu où le père ou la mère qui sont là dans votre bureau vous disent voilà, je voudrais organiser, mais je ne veux pas parler forcément. Vous évoquiez tout à l'heure des liens un peu plus compliqués parfois entre le père et ses enfants d'un premier mariage que la mère entre ses enfants d'un premier mariage. Mais il faut dire les choses. Il faut que nous, votre profession, incite à écrire, savoir ce qu'on a voulu faire. Ce qui est terrible, c'est le fait qu'il n'y ait plus cette histoire. Cette explication, c'est pas facile, c'est une démarche intellectuelle qui est un peu compliquée, mais je pense qu'il faudrait qu'on soit en capacité de véritablement mettre en forme juridique ce qu'on appelle un pacte de famille, un pacte de transmission par rapport à ces familles recomposées. Maintenant, sur l'évolution législative, bien évidemment, ces travaux nourrissent la réflexion.
je pense qu'au centre du débat reviendra le sujet de la réserve héréditaire. Ça me semble évident, mais pas que pour les tribus, également pour le problème des transmissions d'entreprises. On avait hier à Bercy ou avant-hier à Bercy une réunion sur les fondations d'entreprises qui nécessitent également de revoir la renonciation à l'action réduction anticipée, qui me semble beaucoup plus, je dirais, trop complexe aujourd'hui, et avec des aléas. Et il faudrait simplifier aussi les risques que l'on peut avoir sur la rare par rapport à tout ça. Voilà, le cheminement est important. Pour terminer, parce que je crois que je suis en train de dépasser mon temps, je le sens à côté de moi, un peu de pression, mais souvent, je disais à mes clients qui voulaient absolument se donner l'ensemble de ces biens, j'avais toujours cette phrase qui peut choquer, mais on pousse avec beaucoup plus d'amour la chaise roulante d'un vieillard qui a gardé son patrimoine qu'un vieillard qui n'a plus de patrimoine. Et ça, on a un vrai sujet de lien par rapport à la transmission. On peut se organiser, se défaire de ses biens, mais on est écartelé entre la nécessité de se protéger pour ses vieux jours et que ce ne soit pas la société qui vienne en substitution. Et là, je pense qu'on a un vrai sujet important, et c'est des sujets que j'aborde avec les conseils départementaux qui sont en charge de, je dirais, la solidarité sociale. On a un vrai sujet, on ne peut pas tout laisser à la société, et il faut que, je crois que on a un vrai débat de fond. Ce que je regrette qu'on n'a pas depuis des années dans les différentes échéances électorales importantes, qu'elles soient présidentielles ou législatives, il faudra prévoir ces dossiers de fond. Madame, vous m'interrogez tout à l'heure sur la capacité du législateur. Moi, je rêve qu'on ait une assemblée qui s'occupe des véritables sujets de fond, globaux, mais qui ait la capacité d'une majorité permettant d'adopter des textes cohérents. Je dois vous dire aujourd'hui, on l'a pas. On l'a pas. J'aimerais qu'on aborde ces sujets de l'intergénérationnel, de la transmission, de la fiscalité de la transmission. Tous ces sujets devraient faire l'objet du débat politique. Je crois, hélas, qu'on aura du mal parce que chacun a peur de perdre des électeurs quand il émet des idées qui peuvent être brutales ou un peu, je dirais, originales, on va dire. Mais je crois qu'il faut qu'on ait un courage politique de poser les vrais sujets de société. Et je crois qu'on est au centre. Et votre colloque, votre matinée sur ces tribus, c'est beaucoup plus large. C'est toute la problématique du sujet des générations qui s'annoncent et du vieillissement de la population et qui va poser un problème de fond qu'il faudra bien que le législateur traite. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, monsieur le député, pour ces propos. Et maintenant, c'est à Guillaume Reuric de reprendre le flambeau et de nous parler de l'impact de la mutation de la structure familiale sur son travail de généalogiste successoral. Merci Emma, merci Jean de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Alors mon rôle, ça va être très pratico-pratique, c'est de vous montrer effectivement l'évolution, comment nous, en tant que généalogistes, on a perçu cette évolution familiale et quelles ont été les conséquences et quelles sont les conséquences dans nos recherches au quotidien. Alors, je ne sais pas, je vois certains confrères qui sont là, il y a des notaires aussi qui sont là. Pour ceux qui ne savent pas, les notaires ne peuvent pas tout le temps retrouver par eux-mêmes les héritiers. Et au tout début, il y a encore 130 ans, un notaire n'avait pas besoin de faire appel à notre profession. D'ailleurs, il y avait que 2 cabinets qui existaient à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de besoins, donc pas beaucoup de demandes, pas beaucoup de généalogistes. Il y a 130 ans, pourquoi? Parce qu'il y a 130 ans, il y a encore, lorsqu'un notaire était amené à régler une succession, tous les héritiers se trouvaient au même endroit. On ne bougeait pas. Et en 130 ans, qu'est-ce qu'on a vu? Je vais vous l'énoncer tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont fait que le nombre de demandes qui sont confiées à des généalogistes sont importantes. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terrain de jeu du généalogiste, nous sommes amenés à retrouver des héritiers dans le cadre de succession de personnes qui sont mortes sans faire de testament. Et le Code civil aussi définit notre terrain de jeu. On ne peut retrouver des héritiers que jusqu'au 6e degré. Ça peut vous paraître éloigné ou proche. Petit rappel, le 6e degré, vous passez par vos parents, grands-parents, vous prenez les frères et sœurs de vos 4 grands-parents. Bon, un peu, Sébastien n'est pas là, mais dans le Nord, il y a beaucoup d'enfants en général. Et vous prenez tous les enfants de vos grands-oncles et de vos grandes-tantes. Voilà ce que c'est que des cousins au 6e degré.
petit rappel fiscal aussi en même temps. Lorsque vous héritez d'un cousin au 6e degré, on a parlé un peu de fiscalité. Le principal héritier, c'est l'État, puisque l'État prélève 60% de droits de succession. Alors, en quoi cette évolution des familles nous a impacté? C'est pour différentes raisons. La mobilité, il y a 3 raisons majeures. La mobilité géographique. Avant, comme je vous disais tout à l'heure, on ne bougeait pas sa région. Un berrichon épousé de berrichonne, on avait ses enfants à Bourges et on ne bougeait pas. Et maintenant, c'est totalement différent. Un berrichon peut épouser une bourguignonne, partir vivre à Bordeaux et après s'installer à l'étranger. Donc il y a une mobilité qui est beaucoup plus importante et on le voit notamment, Véronique l'a expliqué, mobilité, maintenant il fait de plus en plus de DIP et la mobilité géographique fait que les frontières avec les nouveaux moyens de locomotion, développement du chemin de fer, de l'avion, les nouveaux moyens de communication font que on peut être, on l'a vu encore tout à l'heure avec monsieur le député Sébastien Huyghe, à distance et être finalement très proche de tous. Donc c'est vrai que cette mobilité géographique fait que les gens, les familles sont de plus en plus éclatées aux 4 coins du monde. Je vais vous donner un exemple. Il y a 130 ans, on ne bougeait pas pour faire nos recherches généalogiques, on ne bougeait pas de l'Hexagone. À l'heure actuelle, plus de 30% de nos dossiers nous emmènent à faire des recherches à l'étranger. Et Véronique, tu parlais tout à l'heure de 2040. En 2040, c'est-à-dire demain, on a fait une sorte de statistique. Dans chaque dossier, il y aura un élément d'extranéité. Donc c'est très, très important de l'avoir en tête. Autre élément aussi important, la concentration urbaine. On voit qu'effectivement, avant, les gens vivaient dans des villages. Les gens se connaissaient beaucoup mieux grâce à ça. Et maintenant, de plus en plus, les gens veulent vivre dans des villes. Et on l'a vu dans les différentes canicules notamment. Lorsqu'on vit dans des villes, l'anonymat est beaucoup plus important. Et troisième aussi, un élément très important, c'est la notion de famille dont on parle depuis tout à l'heure. La famille avant était unique. Maintenant, elle est vraiment plurielle. Et on le voit en quelques décennies, notre paysage familial a totalement changé. Chute du nombre de mariages, de moins en moins de mariages, augmentation des divorces, on en a parlé, et l'essor des naissances hors mariage et des familles monoparentales. N'oublions pas, là, Madame Théry l'a expliqué, avant la famille était vraiment composée comme un triangle. Il y avait le père, la mère et les enfants, et lorsqu'on voulait accéder à la sexualité, on voulait vivre sous un même toit et on voulait devenir parent, il y avait un passage obligatoire qui était le mariage. Pas de mariage, pas de vie sous le même toit, pas d'enfants, et donc c'était obligatoire. Maintenant, c'est totalement différent. L'ordre s'est totalement inversé. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On se rencontre, on trouve que le partenaire est plutôt sympathique, on couche, on a un enfant. Pour certains, les bons juristes se disent « Ah, j'ai écouté mon notaire, peut-être me paxer ». Et les quelques suicidaires vont après jusqu'au mariage. Quand on voit les chiffres, effectivement, c'est assez effrayant. Un mariage sur 2 se termine par un divorce. Alors, je vais vous livrer aussi un chiffre que j'ai entendu il y a quelques semaines. Alors, pardonnez-moi, je n'ai pas encore interrogé ni Chat ni Claude. J'ai entendu qu'à Paris intramuros, un mariage, lorsqu'on se marie à Paris intramuros, dans un délai de moins de 7 ans, 75% de ces mariages se terminent par un divorce. C'est-à-dire que si vous voulez vous marier, donc on se rend compte que le mariage est devenu maintenant un CDD, alors qu'avant, se marier, c'était un CDI. Maintenant, c'est un contrat à durée déterminée. On sait que si on se marie à Paris, on est quasiment sûr de divorcer. Donc ceux qui ne sont pas encore mariés à l'heure actuelle, si vous voulez rapidement divorcer, que c'est une opération patrimoniale, on parlait tout à l'heure encore de patrimoine avec Eric, effectivement, mariez-vous à Paris intramuros, vous êtes sûr de divorcer. Autre élément aussi important, il y a 50 ans, tous les enfants qui naissaient en France métropolitaine étaient issus de parents mariés. Je pensais qu'on allait sortir les chiffres. Alors, en 1946, 8,7% des naissances étaient issues de parents non mariés. En 1980, 11,4%. En 2007, 50,7%. Et le dernier chiffre que j'ai obtenu auprès de Jérôme Fourquet, c'est en 2022, 65,2% des naissances sont de parents non mariés. En 50 ans, finalement, la règle était d'avoir des parents mariés, et maintenant, c'est devenu l'exception. Ce qui n'est pas très très long. On parlait d'âge, effectivement, 50 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Autre élément effectivement important, c'est de voir que le mariage est complètement concurrencé par ces nouveaux modes de conjugalité, par les PACS, par le concubinage, chose qui n'existait pas à l'époque. Conséquence pour nous en tant que professionnels de la recherche, c'est quoi? C'est de voir que il y a 130 ans, on était amené à retrouver que des lointains cousins au 6e degré. Jamais un notaire ne demandait de retrouver des enfants, des frères et sœurs ou des neveux et nièces.
À l'heure actuelle, 35% de nos demandes, 35% des demandes qui nous sont faites sont pour retrouver soit des enfants, soit des frères et sœurs ou des neveux et nièces. Autrement dit, des descendants ou des collatéraux privilégiés. Ça change beaucoup de choses. Ça montre effectivement que les liens familiaux se sont de plus en plus distendus, se distendent de plus en plus. Autre élément aussi important, et j'ai oublié ce que je voulais dire, même pour nous, voilà, en termes de philosophie, ça change beaucoup de choses. C'est vrai que lorsqu'on va voir une lointaine cousine au fin fond de la Chine ou de l'Inde, peu importe, ou même de la France, pour lui annoncer qu'elle va hériter d'un lointain cousin, elle n'est pas triste, elle est heureuse, puisque finalement elle n'a pas connu ce lointain cousin. On est un peu, j'aime à dire, des Pères Noël des 4 saisons. Les gens sont heureux. Et je ne sais pas, je parle sous le contrôle d'Irène Théry, je ne vous cache pas que je suis ravi de vous avoir vu. Je vous ai croisé une fois chez votre notaire, vous ne vous souvenez pas de moi, mais quand j'ai vu que c'était vous, j'ai dit à votre notaire, je rêve un jour de faire une conférence avec vous sur ces familles du 3e millénaire. Je m'en étais aussi ouvert auprès de gens en disant qu'il faudrait faire un jour un vrai séminaire avec effectivement peut-être des sondages complémentaires sur ce qu'attendent les familles. Et donc par rapport à ça, donc ces familles, je ne sais plus ce que je voulais dire, je suis un peu... Oui, des Pères Noël. Effectivement, les gens sont heureux de nous voir parce que en matière d'héritage, en matière de décès, on ne peut pleurer que des morts qu'on a connus. Et donc effectivement, il y a un travail de deuil à effectuer. Ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on retrouve un lointain cousin, nos héritiers n'ont pas de tristesse et n'ont pas de travail de deuil à effectuer. Il n'y a qu'un actif à appréhender, il n'y a pas de passif. En revanche, comme je vous l'ai expliqué, lorsqu'on retrouve des enfants ou des frères et sœurs, on n'est plus du tout des Pères Noël, on est des vrais Cassandres. On annonce une mauvaise nouvelle, des pertes des liens avec son père ou sa mère, c'est dû à des divorces à chaque fois. Est-ce que c'est les parents qui se sont engueulés? Et très souvent, effectivement, on est amené à retrouver des enfants qui sont brouillés avec leur père, beaucoup moins avec leur mère. Ça, c'est un constat. Et donc, par rapport à ça, effectivement, les gens sont beaucoup plus enclins à discuter avec nous, puisque finalement, on leur annonce, on leur révèle un passé qu'ils avaient de temps en temps voulu un petit peu oublier. Autre élément aussi qui est venu changer notre façon de travailler, vous l'avez vu, il y a une loi sur le changement de nom qui est intervenue en 2002 et applicable en 2005. Et c'est vrai que pour nous, en tant que généalogistes, cette loi sur le changement de nom est venue bousculer nos habitudes, rendre nos recherches de plus en plus complexes, puisqu'avant, lorsqu'on recherchait les enfants d'un couple, on recherchait sur un seul nom de famille. Je vous rappelle que si vous parlez de nom patronymique, vous pouvez finir quasiment en prison, puisque le pater, c'est le nom du père. Donc maintenant, il faut qu'on parle de nom de famille. Et donc par rapport à ça, on recherchait sur un seul nom de famille. Maintenant, imaginez qu'un petit Charles Macron épouse une petite Émilie Lecornu. Avant, on aurait cherché dans les actes d'état civil que sur le nom Macron. Maintenant, on peut rechercher à Macron Lecornu, Macron Lecornu, Lecornu Macron, ce qui est un vrai casse-tête aussi pour nous en tant que professionnels. Donc la loi 2 minutes. 2 minutes, parfait, merci. Autre élément, et deux petits exemples que je vais vous citer. L'autre jour, j'étais à un mariage, et chose assez improbable, et pour vous montrer aussi l'évolution des familles, en général, lorsque les gens se marient, c'est assez rare, j'en ai de moins en moins, comme je vous l'expliquais, la femme, après, à l'issue du mariage, perd souvent et prend en nom d'usage le nom de son mari. C'est la première fois que je vois ça, donc je ne trahis aucun secret, c'est mon neveu. Et bien mon neveu, entre guillemets par alliance, a décidé de perdre son nom de famille pour porter celui de sa femme. C'est la première fois que j'entends ça, que je vois ça. Et autre exemple que je vais vous lire, là je cours très souvent avec un de mes amis qui est notaire, et il me disait l'autre jour, tiens, j'ai eu un appel de 2 clients qui veulent acheter un appartement. Classique, on a besoin d'acheter un appartement, on appelle son notaire. Et le notaire dit, bon oui, très bien. Et puis le couple dit, on veut acheter à 3. Vous voulez acheter avec votre enfant? Pas du tout, maître. On vit à 3, nous sommes 3 hommes et nous vivons ensemble. Moi, c'est des choses, des constats. On en parlait tout à l'heure, effectivement, il y a des nouvelles familles. Je pense que le droit va devoir aussi évoluer par rapport à ça. L'habitat aussi, c'est important. Est-ce que finalement, les futurs appartements vont devoir avoir des chambres plus grandes, des lavabos 3 vasques et changer la forme des habitats? Je pense effectivement, moi, ça m'a un petit peu interpellé. Et même pour nous, en tant que généalogistes, quid de ces nouvelles évolutions? Est-ce que finalement, il va y avoir 2 parents qui vont hériter ou pas? Et c'est vrai qu'on voit que nos métiers, comme celui des notaires, on a de beaux jours devant nous, puisque les familles sont de plus en plus complexes. Et pour nous aussi, ce qu'on voit, c'est que de plus le temps passe, et moins les gens se connaissent et se perdent de vue, malgré effectivement ce qu'on peut voir avec les réseaux sociaux qui se développent. On peut avoir 10 000, 20 000 amis sur Facebook et mourir seul et ne pas avoir de famille proche autour de soi. Voilà ce que je voulais vous
dire aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci Guillaume. Eh bien, la parole vous est redonnée. Si vous avez des questions, non seulement aux intervenants qui m'entourent, mais aussi ceux qui sont intervenus depuis le début du colloque, n'hésitez pas. C'est le moment de poser vos questions. Oui, Raymond Guidet. Je me suis beaucoup enrichi cette matinée et je trouve, avec l'ensemble des interventions qui touchent les différents aspects de ces familles, tout en passant par, souvent, les familles recomposées, le post-121e congrès présidé par notre magnifique Jean Gasté est devenu un laboratoire permanent. Il y a énormément de choses qui ont été dites, énormément de points sensibles que l'on est amené à discuter, etc. Je me suis demandé, en réfléchissant, mais je n'ai aucune assurance sur cette proposition ou cette analyse, je ne sais pas si vous parlez justement d'un droit de la famille cohérent. On interrogera d'ailleurs en tout point les futurs ou actuels candidats à l'élection présidentielle de 2027. Chacun devrait avoir son programme dans le souci de cette cohérence. Je ne sais pas si on ne pourrait pas diviser notre droit de la famille entre deux catégories. La famille qui retourne à la tradition, je dirais la famille biologique. Et par ailleurs, eu égard à l'effervescence qui l'a entourée dans les dernières années, avec toutes les réformes, la famille adoptive. Et la famille adoptive permettrait, me semble-t-il, de réaliser ou d'établir l'originalité, mais avec cette part de volonté, bien entendu, de ces familles recomposées. Mais c'est une réflexion qui m'est venue en vous écoutant, et je dois d'abord vous remercier d'en avoir tant apporté ce matin. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur ces propos ? Véronique. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'est vrai que c'est cette idée en fait qui a présidé à la déclaration de beau-parentalité. C'est l'idée que justement nous ne parlons pas de statut, nous parlons d'élection, de choix de la relation. Donc ça rejoint un petit peu votre intuition de la famille choisie et de la famille du sang. Moi, je reste persuadé qu'on a un sujet qui, pour moi, est la réserve héréditaire aujourd'hui, la réflexion sur la réserve héréditaire. Et que tout tourne autour de ça, je dirais, et du blocage et de la dévolution successorale. Est-ce que contractuellement, on peut changer cette règle ou pas, et dans quelles limites? Je sais, par exemple, qu'on avait eu des travaux sur... en matière associative et dons aux associations et autres. Je me souviens toujours d'une personne qui était venue me voir, qui était un artiste peintre, qui avait beaucoup de tableaux et autres, et qui voulait léguer ça à une fondation. Je l'interroge. Il voulait faire donc un legs et autres. Et il avait été marié 3 ou 4 fois. Il avait des enfants chaque fois. Et je dis... C'était la fondation qui était venue me consulter. J'ai dit, écoutez, je veux bien, mais je l'interroge sur la nature de son patrimoine. Il n'avait que ça, il n'avait que les tableaux. Donc, j'ai dit, vous allez... Parce que, évidemment, la fondation voulait récupérer les tableaux et les vendre rapidement pour... J'ai dit, écoutez, moi, je pense qu'on prend des risques là-dessus, et donc ça n'a pas pu se faire. Et donc, on avait eu une réflexion, et je me souviens, c'était avec Sarah El-Alri à l'époque, qui est au commissaire à l'enfance aujourd'hui, sur la réserve héréditaire qui pourrait être limitée, mais on met le doigt dans quelque chose un peu compliqué, par rapport d'ailleurs à notre droit continental aussi, parce que ça c'est important, notre droit continental et notre, par rapport au droit anglo-saxon et autres, et le risque que l'on peut avoir. Moi je me base sur ces sujets dans d'autres domaines, notamment en matière de droit des sociétés et autres, qui me semble important.
Donc, oui, je pense qu'il faut qu'on mène une réflexion sur tout ça. Après, il y a le côté fiscal. Vous évoquiez le statut fiscal du beau-parent par rapport à autre. Oui, bien sûr, on peut tout à fait y réfléchir, mais là encore, on met le doigt dans quelque chose qui n'est pas la norme. Mais c'est vrai que aujourd'hui, la réflexion aujourd'hui de la fiscalité de la transmission est une forme d'abattement généralisé, pas forcément lié au fait que l'on soit des descendants ou pas. Il y a des réflexions aujourd'hui. Monsieur Mélenchon, à l'époque, avait évoqué l'abattement aussi par rapport à quelqu'un qui n'a rien à voir familialement. Donc on chamboule tout, c'est vrai. Et ça veut dire aussi que, pour des questions d'équilibre financier, c'est qu'on limitera la capacité de ne pas payer de droits au cours de sa vie, de tout ce qu'on reçoit au cours de sa vie. Il y a tout un débat là-dessus par rapport à tout ça. Voilà. Donc, il y a l'aspect civil et puis il y a l'aspect fiscal. Voilà. Et c'est vrai qu'on doit reconnaître que tous nos droits de succession sont quand même très crantés sur le code civil, avec la dévolution et des règles par rapport, je dirais, au code civil. Voilà. Donc, si on rentre là-dedans, on va avoir d'autres réflexions et des effets dominos dans d'autres secteurs d'activité par rapport à ça. Également la solidarité, j'évoquais tout à l'heure, par rapport à ça. Effectivement, dans la mesure où j'ai un contrat, il y a aussi des obligations qui vont avec de la solidarité intergénérationnelle que j'évoquais tout à l'heure. Une dernière question ou intervention, monsieur. Oui, bonjour Thierry Delsal. Jean-Paul, tu te souviens, par rapport à la réserve, il y a quand même eu tout un groupe de travail il y a une petite dizaine d'années et qui a accouché de rien du tout. Ça n'a pas abouti. Moi, je me faisais une réflexion, mais qui est plus l'intention du notariat, par rapport à tes propos de tout à l'heure, du chef ou de la chef de tribu, d'écrire et de dire un petit peu... c'est la disparition petit à petit dans la profession, de par de nos logiciels, de l'exposé. Il y avait la pratique de l'exposé qu'on faisait, et c'est en fait la cause de nos actes était dans l'exposé. Et il faudrait peut-être rendre obligatoire dans tous nos actes, quels qu'ils soient, en immobilier, mais surtout en droit de la famille, la pratique de l'exposé qui explique la cause de l'acte. Et peut-être du futur pacte de famille. Voilà, c'était un peu la réflexion que je me faisais. Tu as bien raison, Thierry. L'exposé, il est fort utile pour rappeler en fait ce qui a conduit à la signature de l'acte, quels étaient l'esprit. Quand on relit après un exposé, alors que la personne n'est plus là, devant les enfants, eh bien on explique le pacte de famille. Notre idée sur le pacte de gel des familles, c'est justement de pouvoir réunir tout le monde autour de la table, d'exposer en fait que l'un a reçu telle chose, que deux autres ont reçu en indivision un bien, que tel enfant est issu de telle fratrie, tel enfant n'est que un bel enfant, et de faire un pacte de gel des familles qui ait les mêmes effets que la donation-partage, c'est-à-dire dans le gel des valeurs. Et ce pacte de famille, ce serait un pacte de transmission et qui pourrait en effet comprendre un exposé. Il faudrait qu'on en rédige le modèle et évidemment l'exposé pour avoir une place très importante. Je peux rebondir sur l'exposé ? Oui, rebondissez. Je souscris complètement sur les... Moi, dans ma pratique professionnelle, quand on a eu les actes normalisés, on n'avait plus d'actes, on n'avait plus de lecture de l'acte et de l'esprit de l'acte. Et l'exposé, ça me rappelle souvent des discussions que j'ai avec mes collaborateurs, il faut expliquer. C'est le préambule, hein. C'est pourquoi on fait ça. Et on le voit bien, notamment dans les actes de société aussi. Moi, je faisais beaucoup de statuts de société, je faisais un exposé. On expliquait l'esprit. Vous voyez, demain soir, je vais aller à 60 ans d'une association qui est un foyer rural où j'avais, il y a 30 ans, écrit les nouveaux statuts et pourquoi on avait fait ça. Il y a un exposé et je vais rappeler, si on me donne la parole,
le pourquoi on a fait cette organisation. Il faut garder la mémoire des choses. Et souvent, moi je disais en droit des sociétés, les assemblées générales, les registres d'assemblée, où on raconte, paradoxalement, la personne morale, si on reprend, et si on a bien tenu les suivis juridiques, on a toute l'histoire et pourquoi on a pris telle et telle décision à telle époque. On n'a pas ça en matière familiale. Les souvenirs disparaissent avec ceux qui, quand on a, et on le connaît tous, quand on perd nos parents, on perd aussi nos souvenirs d'enfance. Voilà. Avant, il y avait des livres de raison, hein. On écrivait les histoires des familles, on transmettait des livres de raison. Malheureusement, on est dans un monde dans lequel on n'écrit plus rien, on écrit des SMS ou des mails, mais on est incapable de prendre une plume. Alors, en revanche, je rebondis sur une chose, c'est que je pense qu'il y a matière à, si vous cherchez des sujets, à effectivement faire un colloque sur la réserve héréditaire et quel est le rôle, est-ce que c'est une colonne vertébrale ou pas au sein des familles. Je pense qu'effectivement, moi je serais ravi avec Madame Théry d'avoir votre point de vue sur quelle est l'importance de la réserve héréditaire au sein des familles, parce que je trouve que c'est vrai qu'effectivement, dans certains, je sais que les professeurs de droit sont très attachés à la réserve héréditaire. Dans le nord, pardon, tous, oui, beaucoup, et dans le sud aussi, et dans le nord de l'Europe un peu moins. Donc, voir effectivement d'un point de vue géographique, qu'on soit dans le nord ou dans le sud, on n'est pas attaché du tout, ou peu attaché ou pas aux réserves. Donc, je pense qu'il y a matière à le faire, et moi, je serais ravi de me gratter la tête avec vous et de réfléchir là-dessus. Merci à vous. Trois intervenants, merci beaucoup pour vos interventions.